Alors voilà, c'est ça. L'aide sociale, en fait, c'est un programme, c'est le dernier maillon de notre filet social qui nous concerne tout le monde. Ça ne concerne pas juste les gens qui en sont prestataires aujourd'hui. C'est un programme qui est là pour toutes les personnes au Québec, qui est là pour nous protéger quand finalement toutes les autres mailles de notre filet social ont échoué. On se retrouve là vraiment avec l'aide de dernier recours. Puis c'est pour ça là, que je trouvais ça vraiment important, en fait, qu'on prenne un temps aujourd'hui pour en parler, surtout qu'on est en attente d'une réforme de l'aide sociale. Ça fait très longtemps qu'on attend cette réforme-là. C'est sûr qu'on a aussi des inquiétudes. Par contre, en fait, là, c'est ça. Il y a une grande manifestation à Montréal le 7 mai prochain, qui est sous la thématique de pour un abat des règles punitives à l'aide sociale. Vous voyez ici l'affiche sur le PowerPoint. On a des autobus qui partent de l'Estrie. On a 2 autobus qui vont faire des arrêts à Sherbrooke, Magog et à Bromont. Alors, les autobus sont fournis, le dîner est fourni et on peut aussi offrir du covoiturage si jamais il y a des gens qui viennent de l'extérieur de Sherbrooke ou de Sherbrooke puis qui auraient besoin là, d'avoir de l'accompagnement pour être capable de se rendre aux autobus. Juste nous contacter, ça va nous faire vraiment plaisir. L'objectif, c'est vraiment que toutes les personnes qui souhaitent participer à cette manifestation-là soient en mesure de participer. Alors, je vais vous mettre dans le chat tout de suite le lien vers l'événement de la manifestation à Montréal. Ça sera pas bien, là. Donc, le lien vers l'événement de la manifestation. Et je vais vous mettre aussi le lien tout de suite vers le lien pour vous inscrire pour les autobus qui partent directement de l'Estrie. Alors ça va être fait. Si jamais là, vous avez un groupe communautaire qui souhaite inscrire plusieurs personnes, vous n'êtes pas nécessairement obligé de passer par le formulaire. Vous pouvez nous appeler, vous pouvez nous envoyer un courriel. L'objectif, c'est vraiment de faire en sorte que ce soit le plus simple possible. Fait que si jamais c'est plus simple pour vous de juste nous lâcher un coup de fil pour inscrire une personne, gênez-vous vraiment pas. Alors, le webinaire aujourd'hui, de un, c'était pour mobiliser un petit peu pour la manifestation du 7 mai et de deux, c'était pour souligner en fait les absurdités d'un programme d'aide sociale qui est supposé soutenir les gens qui ont besoin de notre filet social plutôt que de les enfoncer plus loin dans la pauvreté puis de les pénaliser parce qu'ils ont besoin de cette aide-là. Aide sociale qui fait complètement le contraire, là, vous allez pouvoir voir plus tard. Ce webinaire-là est organisé par l'ATACA, l'Action Plus Brome-Missisquoi et l'Action Plus de l'Estrie. Les deux intervenantes que vous allez entendre aujourd'hui, là, on a Fiona de l'Action Plus de Brome-Missisquoi et Laurent de l'Action Plus de l'Estrie qui entendent tous les jours là, des gens qui sont aux prises avec ces règles-là punitives à l'aide sociale. Et c'est pour ça qu'on voulait vous en parler un petit peu aujourd'hui. Vous comprendrez que le webinaire sur l'heure du dîner, c'était pour faire une espèce de petite version courte. On est basé sur des récits. C'est évidemment pas quelque chose qui est exhaustif, donc on va pas couvrir l'entièreté de l'aide sociale, mais on va quand même vous donner là, des pistes de lecture pour les gens qui voudraient aller plus loin à la fin. Alors, on pense qu'on va réussir à vous apprendre certaines petites choses sur la question de l'aide sociale et qu'en espérant que ça vous donne envie là, de vous mobiliser en masse pour être capable de venir avec nous à la manifestation du 7 mai prochain. Et c'est à ce moment-ci que je vais passer directement la parole à Fiona pour nous expliquer un peu qu'est-ce qu'il en est notre programme d'aide sociale. Bonjour tout le monde, est-ce que vous m'entendez? Super, je vois des pouces. Je vous avertis, j'ai potentiellement un petit chat dans la gorge qui va se déplacer au fur et à mesure du webinaire. Ne vous inquiétez pas, je vais bien, mais je suis à la maison aussi. Je ne vais pas infecter ma collègue qui est dans le webinaire aussi. Donc, on peut changer la slide, en fait, s'il vous plaît. Merci. Donc, d'entrée du jeu à l'aide sociale, je ne sais pas ici c'est quoi la connaissance des programmes qu'on a ici, mais il y a 5 programmes. Là, il y a 4 étages, mais la plus grosse en bas, il y en a 2. C'est 5 programmes qu'on pourrait dire, c'est comme un escalier à l'aide sociale que les gens essaient de graver parfois. Pour certains, c'est un court laps de temps, ils vont juste se retrouver dans le bas. Puis on parle d'une catégorisation, vraiment. Ça va être la première absurdité qu'on voit
tout de suite en entrée de jeu. Donc, les différents programmes, rapidement, on a dans le bas l'aide de dernier recours qui va être les personnes qui n'ont aucune contrainte à l'emploi ou aucune contrainte à l'emploi prouvée. Donc, d'entrée de jeu, les gens vont se retrouver sur ce programme-là où on fait souvent objectif à emploi s'ils sont des premiers demandeurs. Et c'est à peu près 807 $ avec objectif à emploi. Je ne vais pas trop rentrer dans ce sujet-là, mais c'est autour de ça, puis tu as le droit un peu plus de tes revenus de travail. Mais là, déjà, on parle de 807 $, c'est supposé être ton filet social. Si vous tombez à l'aide de dernier recours en ce moment, puis vous avez perdu votre logement, vous vous séparez d'un conjoint, vous cherchez un nouveau logement avec ce montant-là. Donc, bonne chance. On a aussi dans l'aide de dernier recours, contrainte temporaire à l'emploi. Donc, ça va être des personnes qui n'ont pas réussi à prouver qu'ils ont une contrainte sévère ou qui ont une contrainte temporaire. Là, ça peut être genre une jambe pétée ou si tu as fait un burn-out, puis c'est reconnu, tu as 1 à 6 mois. Donc, c'est vraiment temporaire, puis c'est à reprouver à chaque fois. Donc, 968 $, on ne couvre pas encore tous ces besoins de base. Là, quand on grave l'échelon, il y a la contrainte sévère à l'emploi qui est le programme de la solidarité sociale. Donc, toutes les personnes qui ont une contrainte de 12 mois et plus. Et enfin, la dernière étage, là, vous voyez, il n'y a personne qui s'y retrouve, mais il y en a quand même au Québec, mais c'est seulement les personnes qui ont été à la contrainte sévère à l'emploi pour plus de 5 ans et demi dans les derniers 72 mois, dans les derniers 6 ans. Avant, c'était un différent programme. Puis on ne va pas trop en parler aujourd'hui parce qu'on a eu beaucoup de gains, en fait, dans ce programme-là. Des gains qui font que, ben, comme vous voyez, les personnes ont nettement plus de revenus de prestations, 1627. Même que il n'y a pas beaucoup de gens qui ont accès à ça. Donc, nous, revenus de base. Mais c'est la première absurdité, c'est de catégoriser des gens qui ont besoin de l'aide. Donc, on a vraiment les gens dans le rouge en bas qui sont des mauvais pauvres, qui n'ont pas réussi à prouver qu'ils sont incapables de travailler dans le moment. Et donc, ils se font punir monétairement pour ça. Puis, on a les gens qui sont dans le vert. Mais après, je vais pas dire que ces gens-là ne sont pas dans le rouge économiquement. Financièrement, ils le sont sûrement parce qu'ils ne sont pas capables de couvrir leurs besoins de base. Mais au moins, au nom de la société, au nom de l'aide sociale, ils sont des bons pauvres. Ils ont prouvé qu'ils ont le droit à cette aide-là et qu'ils sont dignes de la recevoir. Donc, ça, c'est la première absurdité qu'on voit, nous, Action Plus Brossard et tous les autres organismes de défense des droits à l'aide sociale. C'est la catégorisation. Alors, c'est ce qui nous amène à des questions quiz. On en a quelques-unes là, tout au long du webinaire, histoire de le rendre un petit peu plus dynamique. Je vais vous demander de participer en utilisant vos petits emojis dans le Python Réagir. Je ne sais pas si tout le monde est capable de le voir. Moi, personnellement, il est comme en haut de mon écran au centre. Donc, ce qu'on vous demande pour la question numéro 1, c'est, à votre avis, est-ce que la vie d'un ou d'une médecin garantit d'avoir accès aux contraintes sévères à l'emploi? Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Alors, je vous laisse une petite seconde pour y réfléchir. Donc, on a beaucoup de gens qui pensent que c'est faux. Alors, je passe maintenant la parole à Laurent. Bien, bonjour, donc moi c'est Laurent de l'Action Plus, cette fois-ci de l'Estrie. Puis effectivement, bien, vous avez en grande totalité, en fait, j'oserais dire, raison, c'est faux. Malheureusement, dans la loi, pour avoir accès à ces contraintes sévères à l'emploi, la loi ne garantit pas que parce qu'il y a un avis médical qui le recommande, on y a accès. Les agents d'aide sociale ont le droit, d'après ça, porter leur propre jugement sur la situation et donc de le refuser par la suite. Je ne sais pas si Judith, tu veux passer à la prochaine slide. Ce qui est assez problématique parce que, bon, en théorie, un peu comme Fiona l'a expliqué, on passe de on n'a rien en tant que tel, le 807 $, à des contraintes temporaires, puis aux contraintes sévères qui nous permettent éventuellement d'aller chercher le revenu de base. La problématique, c'est qu'il y a plusieurs personnes qui vont prendre, dont un cas comme celui de Denis ici, qu'on va avoir, qui est basé sur un cas réel d'une personne que j'ai rencontré, mais qui n'est pas, s'appelle pas Denis, évidemment. Moi, j'ai une personne que j'avais rencontrée dans une ressource, on discute un peu, parle de cette situation-là, et la personne dit « Ah, moi, je suis sur les contraintes temporaires, j'ai un problème, et dans le fond, à chaque 6 mois, je vais renouveler mes contraintes temporaires. » Puis on regarde, OK, ben,
Si à chaque 6 mois, tu vas le faire, ça pourrait valoir la peine de passer ces contraintes sévères. Ça faisait autour de 9 ans, ça fait presque 9 ans que la personne était sur des contraintes temporaires et que ça n'avait jamais été reconnu que ça pouvait passer de manière plus élevée. Puis ça, c'est un cas qui n'est pas nécessairement particulièrement rare. Il y a plusieurs personnes qui vivent des situations assez particulières. Ils vont se faire mettre sur des contraintes qui sont temporaires, plutôt que les contraintes sévères. Un autre cas, il y a une personne qui a vécu une agression armée dans un véhicule, qui s'est fait jeter dans un fossé sur le bord de l'autoroute d'un véhicule en mouvement et qui, donc, après avoir vécu un traumatisme, un trauma complexe qui est relié par rapport à ça, aussi un traumatisme physique, pas seulement il y a le côté psychologique, mais physiquement aussi, quand même, comme l'achat de la voiture, ce qui s'est passé dans le véhicule. Cette personne-là, ils ont fait c'est une contrainte temporaire de 3 mois, ce qui fait que la personne, à chaque 3 mois, doit retourner, justifier pourquoi actuellement je ne suis pas capable de travailler. Et ce qui fait, en fait, ironiquement, que souvent, la difficulté d'accès aux contraintes sévères, quelque chose qui est plus permanent avec un meilleur revenu et des meilleures conditions, ça garde les gens, dans le fond, dans une situation où ils ne sont pas capables de retourner vers un emploi ou vers une autre occupation qui leur conviendrait mieux, parce qu'ils sont toujours en train de se battre pour avoir ce qu'ils voudraient avoir. Un peu l'estimation que nous, on fait, c'est que de base, l'aide sociale, ils vont dire non, puis ils vont demander aux gens, va me prouver, en fait. Eux, leur politique, c'est un peu ça, c'est je vais te dire ça passera pas, puis après ça, on va y avoir. Par exemple, il y a une liste de diagnostics évidents, qui sont une série de diagnostics qui fait que, si tu as ça, automatiquement, tu as accès aux contraintes sévères. Un cas qui l'était autrefois, mais qui a été perdu, par exemple, c'est les diagnostics d'autisme. Même si 90% des personnes autistes ont une grande difficulté à maintenir un emploi à long terme assez pour subvenir à leurs besoins, les sociales ont décidé de couper ça en tant que tel, donc de pénaliser 90% de cette population-là parce qu'il y a un 10% qui est effectivement capable de travailler très bien. Donc, ça, et même dans ce cas-là, par exemple, nous, on a un membre à l'Action Plus qui avait son diagnostic d'autisme, se rend donc à l'aide sociale, mais son médecin, dans le rapport médical, a indiqué hey, moi, pour reprendre les mots exacts du médecin, qui était je ne veux pas que tu te pognes le beigne, donc je ne vais pas te mettre quelque chose de permanent. Je ne me rappelle plus la date exacte pour l'autisme a été coupé, mais c'est au dernier changement de liste en tant que tel. Je ne peux pas te dire le moment exact, c'est quand ils ont fait la dernière révision. Juillet 2022. Merci bien. Merci bien. C'est ça. Et donc, cette personne-là, ça m'a un petit peu surpris. C'est ça. Mais donc, cette personne-là a dû faire valoir son point à l'aide sociale de, selon la loi, selon ce que vous dites, je devrais avoir accès à une contrainte sévère, mais vous me le refusez pour l'instant. Cette personne-là l'a eu, mais c'est très fréquent que des gens aient une difficulté à obtenir ces contraintes-là et elles ne sont pas fournies de base. Donc, par exemple, un autre exemple, il y a une dame que j'ai actuellement qui tente d'obtenir les contraintes sévères, qui a un trauma complexe et au niveau cérébral, dans le fond, a eu un accident qui a causé beaucoup de problématiques. Ce qui fait que pour elle, remplir des papiers, c'est horriblement complexe. Comprendre des systèmes un peu comme à l'aide sociale, c'est quelque chose qui est franchement pas facile. Puis en théorie, quand elle arrive au bureau, ils font juste remplis ça, remplis ça, remplis ça. Mais ce qui fait qu'elle ne peut pas travailler dans cette problématique de concentration, en parlant avec elle, écrire, elle n'est plus capable. Lire, elle n'est plus vraiment capable. Dire plus que 2-3 phrases à la fois, elle n'est plus capable. Mais parce qu'elle a ces difficultés-là, elle n'arrive pas à avoir ces contraintes sévères parce qu'il y a beaucoup de paperasse, il y a beaucoup de choses à faire pour ça. Donc, l'idée des contraintes sévères, en fait, une des choses qu'on aimerait, c'est que les gens y aient accès plus facilement parce qu'il y a plusieurs personnes qui devraient y avoir accès, qui malheureusement n'y ont pas accès. Puis la réduction de la liste des diagnostics évidents, c'est quelque chose qui va empirer cette situation-là. Donc, en fait, on peut passer à la prochaine slide. Si Judith voudrait bien. Je vais redonner donc la parole. Il y a un petit délai quand on change la slide. Ça s'en vient. Alors, on est rendu à notre deuxième question quiz. Alors, encore une fois, là, je vais vous demander de votre participation. Encore une fois, vrai, c'est le pouce. Faux, c'est le petit bonhomme surpris. Comme l'aide sociale qu'on me donne ne couvre même pas le prix de mon loyer, ça doit être correct d'aller me trouver une petite job une journée par semaine pour essayer d'arriver à la fin du mois. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux?
encore une fois, vous semblez unanime sur la fausseté de notre affirmation. Alors, cette fois-ci, pardon, excusez-moi, je repasse la parole encore une fois à Laurent. Ben, merci bien. Effectivement, c'est faux. On ne peut pas, en fait, techniquement, puis là, ça dépend des programmes en général, là, parce que ça dépend pour une personne seule, ça dépend pour un couple, ça dépend sur quel programme on est. Mais on va principalement s'intéresser ici aux gens qui sont sur l'aide sociale et sur la solidarité sociale, donc les gens qui ne sont pas encore sur le revenu de base, donc ils sont soit sur ce qu'on peut appeler le petit chèque ou sur les contraintes sévères. On va s'intéresser principalement à ces gens-là parce qu'il y a plein de complexités qui se rajoutent. Mais ces gens-là ont droit à un 200 dans le fond, de revenus, ce qui fait que des emplois qui te fournissent 200 ben, il n'y en a pas vraiment qui existent seulement. C'est très, très, très peu d'heures. Et généralement, c'est des gens qui vont avoir différentes problématiques pour travailler de toute façon. Puis quand ils sont capables, ben, ils ont juste droit à 200 c'est franchement pas assez. Si on excède ça, il va se faire retirer, dans le fond, du chèque qu'on va recevoir. Il y a quand même, récemment, ils ont décidé de rajouter qu'il y a un 10 des revenus de plus que tu as le droit. Mais ce que ça veut dire, c'est qu'au-delà de 100 si moi, je travaille 14 heures par semaine, ce qui est quand même substantiel, à la fin de mon mois, je vais avoir 72 que j'ai le droit de garder de ces revenus-là. Donc, mon 200 plus le 72. À 14 heures par semaine, mon 72 va à peu près couvrir le fait de me payer la nourriture pour être là. Puis si je dois prendre l'autobus ou quelque chose, en fait, si je dois me prendre une passe d'autobus pour aller travailler, à Sherbrooke, ça coûte autour de 80 ça ne le couvre simplement pas. Donc, ce 10 %-là qu'on offre est franchement insuffisant. Le but du tableau, en fait, c'est simplement de montrer que ce n'est pas assez d'argent auquel on permet aux gens de travailler. Il y a des gens qui sont allés travailler des 14 heures, mais personne ne va travailler 14 heures pour un 72 Si tu veux bien, je disais de passer à la prochaine slide. Puis là, en fait, la question qu'on pourrait dire, un revenu, c'est quoi? Parce que souvent, de facto, les gens vont assumer, je m'en vais travailler, je reçois de l'argent, donc ça, c'est un revenu. On va prendre à tout hasard l'histoire d'Asana, encore nom et personne fictive, mais sur une histoire réelle, qui est une personne, dans le fond, qui arrive au Québec, est accueillie par sa communauté et a envie de redonner à sa communauté, mais n'arrive pas nécessairement à travailler. La solution que Asana trouve, c'est ben, il y a plusieurs familles, puis ben, on le sait tous que quand tu as plein d'enfants, aller faire l'épicerie, aller faire toutes ces petites tâches, ça devient pas mal plus complexe. Asana se dit, moi, je vais aller faire l'épicerie pour les personnes. J'ai une carte de Costco, je me rends au Costco, les gens me font des virements, je leur achète de la nourriture, je leur achète des couches, je leur achète ce qu'ils ont besoin, je leur ramène ça. Et dans le fond, je fais juste, mais c'est leur argent en tant que tel. Asana, elle ne touche pas de revenus pour ça. Ce n'est pas un emploi, c'est un service que les gens font. C'est l'équivalent que si Geneviève, par exemple, qui est ma directrice, me dit hey, voici un 10$, je sais que tu t'en vas passer à l'épicerie, peux-tu me ramener du lait, mettons. Si elle me dit ça, je n'ai pas fait d'argent, j'ai simplement fait un transport pour quelqu'un. Mais dans le cas de Asana, quand l'aide sociale s'est rendu compte qu'il y avait donc de l'argent qui rentrait, ils ont décidé de le compter comme un revenu et donc de lui mettre des dettes et ainsi de suite. C'est-à-dire qu'ils ont ce pouvoir-là de dire tu as voulu rendre service, on va compter ça comme un revenu. Ça peut être plein de choses. On a eu des cas, par exemple, où des gens allaient faire des lifts, allaient, dans le fond, porter les petits-enfants à l'école. Et dans ce cas-là, ben, hey, je m'en vais porter mes petits-enfants. Mes enfants me passent juste assez d'argent pour soit prendre l'autobus, soit pour mettre de l'essence dans un véhicule qui me prête. Je m'en vais porter les enfants. En tant que tel, je n'ai pas fait de profit, ce n'est pas un emploi. Cependant, pour l'aide sociale, encore là, ils vont le compter comme un revenu, ils ont le droit de le compter comme un revenu. C'est de l'argent qui rentre dans le compte et donc de réduire le chèque. On pourrait donner plein d'exemples. On a eu quelqu'un qui avait perdu sa maison, perdu plein de choses, se retrouve sur l'aide sociale. Il y a un ami qui a passé dans un camping, lui ouvre un de ses chalets, puis fait comme hey, vérifie juste que le terrain est correct une fois de temps en temps. Les sociales, qu'est-ce qu'ils font? Ils font hey, ben ça, quelqu'un te passe un chalet en échange, c'est l'équivalent de la valeur d'un loyer, c'est un revenu qu'on te fait. Tout ce que l'aide sociale peut compter comme un revenu, ils vont le compter comme un revenu. C'est un peu ça la morale. Puis c'est hyper néfaste pour l'entraide entre les gens. Parce que tout ce qu'on a décrit pour l'instant, c'est des situations où des gens, tu sais, hey, j'ai une amie qui vient de perdre son lieu de résidence, moi j'ai un endroit où elle peut dormir. C'est une bonne action, on ne devrait pas aller contre la vertu, mais à l'aide sociale, ben, ils vont faire non, c'est pas ça que tu fais.
on va te mettre des dettes pour ça. On sait qu'il y a aussi des problématiques, les gens qui sont dans des situations d'exploitation sexuelle, proxénétisme, ou quand un proxénète faisait passer de l'argent dans leur compte, ben, l'aide sociale faisait, ben ça, c'est un revenu. Même si on pourrait quand même assez facilement démontrer, ben c'est pas mon argent, c'est quelqu'un d'autre qui fait passer de l'argent par mon compte à moi, ben pour l'aide sociale, ils vont simplement faire, non, c'est un revenu. Donc, la question, un revenu, c'est quoi? Un revenu, c'est tout ce que l'aide sociale va pouvoir compter comme tel. Ils vont probablement le faire, ou du moins ont le droit de le faire. Donc, c'est un peu ça la problématique. Si on trouve une situation où il y a des gens qui ne peuvent pas vraiment travailler, ou s'ils peuvent travailler, c'est un salaire qui est tellement désavantageux, comme on disait, un 72 $ par mois pour du 14 heures semaine, que ça ne vaut pas nécessairement vraiment la peine, mais qui n'ont tout de même pas un revenu avec l'aide sociale. L'argent qu'on leur remet n'est pas suffisant pour se subvenir. Donc, ça les met un peu dans un vide où il n'y a pas de réelle solution, malheureusement, pour ça. Donc, en fait, ça, c'est pour les revenus. Donc, je vais pouvoir passer la parole. Alors, nous revenons à une nouvelle question quiz. Merci, Laurent. Commencez-vous à être un peu fâché? Alors, ma nouvelle question est la suivante. Un loyer, ça coûte bien moins cher à 2 depuis 10 ans. J'habite avec une colocataire pour être capable de payer mon petit logement. Sur l'aide sociale, j'ai le droit d'habiter avec une autre personne et qu'on s'entraide. Alors, pensez-vous que c'est vrai ou que c'est faux? Alors, encore une fois, ça me semble être un consensus sur le faux. Alors, cette fois-ci, je passe la parole à Fiona pour vous en parler. À voir vos réponses, j'ai pas trop besoin de vous en dire, mais je vais quand même vous en parler. Je pense qu'il y avait une slide avant, ça se peut-tu? Excusez. Donc, je vais vous parler de la notion de la vie maritale à l'aide de dernier recours, à l'aide sociale. Donc, j'ai mis une petite photo du Comité femmes du Front commun des personnes à cité sociale du Québec. C'est une lutte qu'on mène depuis des années et des années encore. Je voulais juste mettre un petit avertissement déclencheur ou un trigger warning qui mentionne violence conjugale dans le témoignage que je vais parler, puis aussi dans les conséquences de la notion de la vie maritale, on peut parler quand même de ça largement, de violence conjugale, de violence économique. Puis récemment, on a déposé une pétition à l'Assemblée nationale pour moderniser la notion de la vie maritale. Mais la notion de la vie maritale, c'est quoi? Bon, on peut aller à la prochaine slide. Pour tout bon Québécois, Québécoise, normalement, on déciderait soi-même de déclarer qu'on habite depuis 12 mois avec son conjoint, sa conjointe, puis on ne serait pas accusé de vie maritale et on n'aurait pas les mêmes critères. Pour une personne à cité sociale, il y a 3 critères. Le premier étant la cohabitation de 12 mois à un moment donné, pendant 12 mois consécutifs. Du secours mutuel, excusez-moi. Donc, ça peut être du prêt d'objets, de l'écoute, l'entraide, partager son compte Netflix, partager son hydro, des choses comme ça. C'est donc le genre de choses que souvent, quand on parle d'inflation économique, ben, souvent les gens ils font naturellement, n'est-ce pas? Et la commune renommée, c'est le troisième critère. Donc, ça serait une enquête sur les réseaux sociaux. C'est l'opinion des gens autour de vous. Est-ce qu'il y a un secours mutuel entre eux? Est-ce qu'ils cohabitent ensemble? Donc, c'est même pas dire est-ce qu'ils s'aiment? Est-ce qu'ils se tiennent la main? Non, non. C'est est-ce qu'ils ont un secours mutuel? Est-ce qu'ils cohabitent? Donc, comme j'ai dit, il y a des affaires qui ne sont pas considérées, comme l'orientation sexuelle. Donc, par exemple, si une personne hétérosexuelle cohabite avec une personne du même sexe, ben, ils peuvent être quand même accusés d'une vie maritale avec cette personne-là. Il peut avoir absence de sentiments amoureux, ils peuvent faire chambre à part, avoir une différence d'âge. Mettons, une jeune personne de 20 ans cohabiterait avec une personne de 70 ans, puis ils sont comme, ben, il me semble que c'était évident hein, qu'on n'est pas ensemble. Ben non, pour l'aide sociale, c'est pas évident. On peut aller à la prochaine slide. Donc, il y a beaucoup de conséquences à la notion de la vie maritale. La première chose qu'on peut penser qui est punitif, là, vraiment, c'est les montants qui sont réduits largement. Puis là, on parle dans le cas où il y a les 2 personnes sont à l'aide de dernier recours ou à l'aide sociale. Donc, les montants sont à peu près diminués de 25 % pour les couples. Puis une affaire très importante à retenir, c'est que c'est seulement un chèque qui va être donné aux personnes, sauf dans le cas de revenu de base. Donc, regardez juste les 3 premières colonnes dans ce cas-ci. Un chèque donné aux 2 personnes. Donc, comme vous voyez,
Quand on divise par 2, ce n'est pas des très gros montants qu'on donne vraiment pour les personnes. On ne couvrait déjà pas nos besoins de base, là, on les couvre encore moins. Donc, on pénalise largement les personnes. Puis là, comme je vous ai dit, là, on ne parle pas des personnes qui ont tout simplement perdu leur aide sociale parce qu'ils cohabitaient avec des personnes salariées. Parce que ça arrive aussi. Donc, on peut aller dans la prochaine slide. Donc, au comité femmes du Fonds commun des personnes à cité sociale du Québec, on aime comparer la notion de la vie maritale à l'aide sociale à de la violence conjugale, mais ça serait comme la violence, on peut faire le parallèle avec la violence qu'on ressent de l'État à une violence conjugale qu'on aurait, par exemple. Donc, il y a la violence économique de forcer une personne à avoir une dépendance financière. Donc, on prive carrément la personne l'accès à son compte, puisque, surtout dans les cas où c'est même pas ton partenaire, c'est ton coloc, ton chèque. C'est une atteinte aux droits de la personne, selon moi. On refuse que les personnes d'aide de dernier recours habitent avec des personnes salariées, finalement, parce que les personnes connaissent les conséquences. On ne reconnaît pas le travail invisible non reconnu. Donc, dans le cas qu'on parle réellement des personnes qui sont en relation ensemble, ben, toute personne qui font le travail non reconnu à la maison n'aura pas le droit à son aide de dernier recours si son partenaire est salarié. On force aussi une dette solidaire. Ça, je vais en parler un peu plus tard dans la présentation, mais toute dette de la notion de vie maritale ne sont pas données à une seule des personnes, mais aux deux personnes. Si une des personnes ne paye pas, l'autre va écoper. Ça va affecter le crédit des deux personnes. Puis aussi, on accumule une dette pour fraude, parce que si on ne déclare pas que selon l'aide sociale, on sera en vie maritale, donc même si toi, tu considères, ben non, c'est mon coloc, on fait juste s'entraider parce qu'on est vraiment pauvre, ben, ils vont quand même dire, ben, tu ne l'as pas déclaré, puis selon nous, tu es en vie maritale. Fait que là, tu vas leur devoir un beau petit 100$ de plus. On peut passer à la prochaine slide, s'il vous plaît. Puis, il y a d'autres conséquences. Les conséquences sont mentales aussi, en fait, sont psychologiques. On isole les personnes. Et juste la semaine passée, j'étais à un colloque sur la violence faite aux femmes. Puis un précurseur à la violence conjugale, ça peut être l'insécurité financière. Et la violence économique, ça fait partie des violences conjugales. Donc, on donne vraiment sur un plateau d'argent à des relations amoureuses ou pas amoureuses une situation propice à une violence économique, vraiment. Puis là encore, on parle d'un aspect extrêmement punitif de l'aide sociale. On peut retourner jusqu'à 15 ans en arrière. Et je ne sais pas pour à l'Action Plus Estrie, mais nous, on a vu des dossiers pour 1000, 2000 $ de dette jusqu'à 75 000, 100 000, des dossiers de 300, 400, 500 pages d'enquête. Donc, on met beaucoup de fonctionnaires à cette tâche-là. On paye beaucoup les fonctionnaires pour contrôler, surveiller. Quelqu'un a mis en commentaire le retour des boubou-macoutes. Donc, vraiment, c'est l'intrusivité dans la vie personnelle des personnes. Puis, dans tous ces cas-là aussi, on est jusqu'à preuve du contraire, on est coupable d'être en notion de vie maritale. D'être en vie maritale, excusez-moi. Puis, une petite statistique que j'ai mise là intéressante, au Québec, 55% de la population est en couple, mais les personnes à cité sociale, eux, seulement 13,9% sont en couple. Donc, vraiment, on pénalise l'amour, puis on voit directement les effets de ça. C'est que les gens, ils ne veulent pas cohabiter. Puis, déjà qu'ils vivent d'immenses préjugés à l'aide sociale, je vais me faire pénaliser. Donc, ça clôt en gros la notion de la vie maritale. Je vais juste finir avec un exemple. Si vous voulez passer à la prochaine slide, je ne me souviens pas du nom fictif de mon exemple. Merci. Donc, on parle d'Alexandre ici, qui serait un exemple d'une personne qui a été collée avec une dette solidaire. Donc, Alexandre est une salariée et n'a jamais eu recours à l'aide de dernier recours. Mais entre 2015 et 2017, elle fréquente une personne à cité sociale on and off. Puis là, cette personne-là, c'était une personne à cité sociale qui était sans domicile fixe. Donc, il restait chez madame. Et à plusieurs reprises, en fait, il a été incarcéré pendant le temps qu'il se fréquentait. Mais un petit alinéa dans la loi de l'aide sociale, c'est si la raison que vous cohabitiez plus est hors de votre contrôle,
ben ça compte quand même comme de la cohabitation. Fait que le temps qu'il est incarcéré, l'homme, ben il a été quand même comptabilisé dans le 12 mois. Puis malgré le fait que, tu sais, après coup, madame nous fait part que c'était une relation violente, où il y avait un contrôle économique, où la personne profitait de son salaire à elle, ben elle, rendue en 2023, a essayé de prouver ça. C'était un enfer total. Et la dette était solidaire, donc elle était autant à Alexandre qu'à son ex, avec qui elle était on-off. Puis son ex, il est encore à l'aide sociale, puis il n'a pas du tout les moyens de payer cette dette-là. Ils ont une dette d'à peu près 3 000 $. Puis Alexandre, elle a été menacée par l'aide sociale, elle a été forcée, avec son petit salaire de salarié minimum, de payer l'entièreté de cette dette-là et de se mettre vraiment à risque d'une pauvreté incroyable. Donc ça, c'est juste un exemple qu'on ne pense pas souvent à cet aspect-là de la notion du marital, mais ça peut toucher n'importe qui, vraiment. Monsieur, madame, tout le monde pourrait fréquenter, tomber en amour ou pas, tomber dans une relation toxique avec une personne à cité sociale ou pas. On peut être une personne à cité sociale qui fréquente une personne salariée et se faire coller des méchantes dettes des années après. Puis là, on peut aller 15 ans en arrière. Donc, puis il y a un commentaire j'ai pas beaucoup martelé sur ce point-là, mais là, on punit vraiment la cohabitation. Puis là, on parle de crise de logement. Punir la cohabitation, c'est-tu assez niaiseux? Donc, ça clôt la boucle pour la notion de la vie maritale. Alors là, je me suis un peu fait voler mon punch, mais je vous pose cette question-là. Alors, avec 807 $ de prestations par mois, ça doit être impossible d'accumuler une dette à l'aide sociale de presque 100 000 $. Et je vais repasser la parole à Fiona pour qu'elle nous parle plus en profondeur là, des dettes à l'aide sociale. Ben, je pense que vous aviez compris dans les questions quiz que c'était tout faux parce que c'est tout absurde, l'aide sociale. Tout ce qu'on voit aujourd'hui, c'est le bon sens ne fait pas de sens pour eux. Donc là, on va parler des dettes, qui est un aspect qui englobe tous les sujets qu'on a parlé aujourd'hui. On pourrait parler de gains de travail, on pourrait parler de dons reçus, on peut parler de notion de vie maritale, mais dans tous les cas, à l'aide sociale, un des aspects plus punitifs, c'est les coupures, c'est les dettes. Puis c'est la place où ça fait le plus mal parce que c'est les personnes qui sont les plus pauvres du Québec, réellement, les personnes à l'aide de dernier recours. Donc, puis pourquoi on colle des dettes? C'est pour des fausses déclarations. Puis là, je ne vais pas toutes vous expliquer, c'est écrit dans le PowerPoint. Donc, c'est ça. Une fausse déclaration, ça peut être n'importe quoi qu'on a omis de dire, vraiment. Puis ça peut être, même si c'est en bonne foi, et comme on peut le voir ici, 80% des fausses déclarations sont en fait des erreurs de bonne foi. Et ça, c'est selon le ministère de la Solidarité sociale. Donc, souvent, puisque la loi est assez complexe, puis j'imagine beaucoup de gens ici le savent, les gens, ils ne savent pas qu'ils doivent déclarer quelque chose. Donc, on peut penser à des gens qui disent ben, j'ai le droit à 200 par mois de travailler. Fait que oui, j'ai travaillé 200 $ par mois, mais je n'ai pas besoin de le déclarer. Ces personnes-là, même si c'est vraiment de bonne foi, même si à chaque mois, ils ont respecté à la scène près les heures qu'ils avaient le droit de faire, ben, ils vont se faire coller une méchante dette. Donc, on peut aller à une slide. À quel point le chèque est petit. Donc, quand on est coupé de 56 $, ça, c'est pas quand il y a une fausse déclaration, c'est juste qu'on a reçu un montant de trop. Donc, de 112 si c'est une fausse déclaration. Fiona, tu as juste bugué un tout petit peu depuis ton 56. Fait que peut-être juste recommencer à ce moment. Excusez. Oui. Ben, dans le fond, compte tenu du fait que le chèque à l'aide sociale est déjà très petit, les conséquences sont on les sent assez bien. Hein? Donc, 56 $, c'est quand on a reçu les montants trop. C'est même pas quand il y a une fausse déclaration. 112, c'est quand il y a une fausse déclaration, tu te fais couper de ton chèque. Donc, quand une pense 807 moins 112, tu perds plus que 10 % de ton revenu. 224, c'est quand une fausse déclaration à une dette existante. Donc, ça, c'est des montants
c'est une conséquence punitive non négligeable. Puis là, on va chercher aussi 50% de tout ce qui vient de Revenu Québec. Donc, ça va être les crédits d'impôt de solidarité, ça peut être les retours d'impôt si c'est une personne salariée. Puis, on a en plus de ça une pénalité de 100 $. Là, je ne l'ai pas écrit ici parce que ça va différer aussi. C'est pas tout le temps le même montant, mais il y a l'intérêt qui est vraiment non négligeable quand on parle des dettes. Puis c'est pour ça qu'on parle de dette éternelle. Puis encore dans ce cas-ci, quand on parle des dettes, les personnes sont déclarées coupables jusqu'à preuve du contraire. Donc, l'intérêt commence à monter dès le moment qu'on retrouve la dette. Et on nous demande de faire une entente. Mais comme vous avez vu, avec les revenus qu'on a comme personne assistée sociale, ou si, mettons, on est une personne salariée, même dans notre monde financier actuellement, ben, on ne sera potentiellement pas capable de tout de suite repayer la dette, puis elle va commencer à monter. Donc, on peut aller à la prochaine slide. J'ai un exemple, Michel, une personne fictive, pas si fictive, qui est venue nous voir, et oui, même les pensions alimentaires. Donc, Michel, c'est une mère monoparentale. Déjà que c'était très difficile de rentrer à l'aide de dernier recours en tant que personne monoparentale, il a fallu qu'elle prouve qu'elle aille chercher un jugement de la Cour pour sa pension alimentaire. Là, après, il a fallu qu'elle prouve qu'elle ne recevait pas sa pension alimentaire. Puis là, après 2 ans d'arriérage que son ex, il ne payait pas la pension alimentaire, il y a une subrogation de la dernier recours, puis ils vont chercher 800 $ pour de la pension alimentaire pour madame. Elle est comme, ben là, ça vient de Revenu Québec, ça vient de l'aide de dernier recours, j'ai pas besoin de la déclarer. Donc, comme on voit, la bonne foi. Mais non, elle se fait coller une fausse déclaration, donc 100 $. Et si vous ne le saviez pas, il y a une exclusion de seulement 500 $ par mois pour les pensions alimentaires. Donc, elle se fait coller une dette de 100 plus 300. Fait que là, ça veut dire, là, on parle d'une dette très court terme, mais une dette qui peut avoir des impacts incroyables. Déjà que madame, là, dans ce cas-ci exact, son loyer est de 870, donc elle n'arrivait déjà pas. Mais là, quand on lui coupe de 112, à chaque mois, pendant, là, ça va être à peu près 5 mois pour qu'elle repaye sa dette, ben ça a des effets incroyables sur sa santé mentale, sur sa santé physique. Ça la met en danger, comme vous le savez, dès qu'on a un jour en retard sur notre loyer, on risque d'être à la rue, on risque de se faire amener au TAC. Donc, au TAL, excusez-moi. Donc, des conséquences faramineuses pour une toute petite dette. Oui, même les pensions alimentaires. Sur la prochaine slide, j'ai un autre exemple. Cet exemple-là, je l'ai sorti du dossier noir de la dette sociale de SQM. Oui, la DDSQM, excusez, que j'ai noté plus loin dans la présentation. Donc, oui, puis Rosaline a mis en 2 colocs qu'on leur dit là de 14 ans. Puis là, un jour, en 2017, ils se font coller une dette de 77 706 $. Puis dans ce cas-ci, Bernard, c'est une personne salariée. Guylaine, c'est une personne assistée sociale. Du jour au lendemain, puisqu'elle est accusée d'être en vie maritale, non seulement elle se fait coller cette dette-là parce qu'il était supposé de la faire vivre apparemment depuis 14 ans, mais en plus, elle perd son aide de dernier recours, Guylaine. Fait que là, aucun moyen de repayer la dette. Puis là, comme je vous ai dit plus tôt, ils ont pu faire une entente. Donc, quand même, 115 $ aux 2 semaines, c'est pas rien. Puis c'est tout Bernard qui doit le payer parce que Guylaine, elle reçoit juste ses crédits d'impôt, 50% de ses crédits d'impôt solidarité puis son TPS PVQ. Puis là, en 2019, comme on peut voir avec l'intérêt, ça a déjà monté à 86 778. Puis là, à l'heure actuelle, puis ça, c'était l'année passée quand ça a été publié, le document, la dette était à 100 000. Donc, elle doit être encore même plus haute aujourd'hui. Puis là, ces personnes-là, peu importe comment ils voudraient dire, on n'est pas en vie maritale, bien, selon les caractéristiques et les critères de l'aide de dernier recours pour la vie maritale, oui, il est en vie maritale. Donc, c'est un des aspects les plus punitifs. Donc, dans un cas ici, c'est 2 personnes qui vont se faire mettre en extrême pauvreté. Guylaine, qui est entièrement supposée de se faire vivre par Bernard, son coloc, ou se ramasser à la rue, puis repasser tout le processus pour retrouver son aide de dernier recours.
Donc, ça clôt un peu le sujet pour les dettes qui sont incroyablement punitives à l'aide de dernier recours. Puis j'espère vraiment que ça vous a convaincu puis enragé que c'est assez absurde, c'est assez incroyable qu'on fasse ça à des personnes qui en ont absolument besoin. Merci d'avoir écouté. Ça sera pas bien long. Je vais juste rajouter un petit quelque chose là. Le document qui est dans le chat. J'espère que tout le monde y a accès. Là. Si vous n'arrivez pas à aller le télécharger dans le chat, faites juste me faire signe. Je pourrais peut-être là, vous envoyer ça. Effectivement, dans les diagnostics évidents, tantôt on en parlait, là, il y avait l'autisme qui avait été retiré en 2022. En 2022, ils ont aussi enlevé la bipolarité et la schizophrénie de cette liste de diagnostics-là. Fait que voilà, moi, le document de la DDSQM là, sur les dettes éternelles à l'aide sociale, ça doit faire 6 fois que je le lis, puis à chaque fois, je vire très fâchée après la lecture de ce document-là. Fait qu'il vaut vraiment la peine là, d'être lu, puis d'être diffusé, puis d'être imprimé. Parlez-en le plus possible. Ça n'a aucun bon sens. Rapidement, là, bon, on l'a dit tantôt, on attend une réforme de l'aide sociale. On a des grandes demandes, entre autres, bon, les montants qui ne sont pas suffisamment élevés. La question aussi des reconnaissances, des classifications de l'aide sociale, là, qui est quand même vraiment problématique de la notion bon pauvre, mauvais pauvre. La question de la vie maritale, ça fait aussi partie là, des demandes des groupes communautaires depuis belle lurette. Il y a vraiment beaucoup d'enjeux. Là. Entre autres, il y a des prestations spéciales à l'aide sociale qui sont là pour soutenir les personnes à l'aide sociale dans différentes situations. Ces prestations-là spéciales sont souvent mal indexées, pas indexées ou indexées de façon un peu arbitraire de la part du ministère. Je ne passerai pas trop de temps là-dessus, mais juste pour vous donner une idée, la prestation spéciale pour une rentrée scolaire, quand on a des enfants, qu'on est à l'aide sociale, bien, cette prestation spéciale-là n'a pas été indexée depuis 2006. Donc, je vous laisse voir là, que probablement pour les parents qui à l'école, les coûts ne sont plus les mêmes qu'en 2006. Même chose pour la pose d'un stérilet. Le montant de prestation spéciale est de 25 et ce depuis 1989 et n'a pas été indexé depuis 1989. Alors, on s'entend qu'on approche là, de 30 ans de non-indexation de certaines prestations spéciales qui ont quand même en lien avec la santé des gens, des femmes en particulier, là, des personnes avec une utérus concernant la pose de stérilet. Alors, ça fait partie là, beaucoup, quand on parle d'un abat des règles punitives à l'aide sociale, vous comprendrez que c'est vraiment de toutes les choses qu'on vous a parlé aujourd'hui qu'on trouvait important. C'est pour ça qu'il y a une manifestation cette année. C'est particulièrement important qu'on manifeste pour qu'on ait peut-être l'espoir d'avoir une réforme de l'aide sociale qui pourrait venir combler ces lacunes-là puis détruire ces règles-là punitives. Fait que je tiens juste à vous rappeler là, de vous inscrire pour les autobus, de passer le message. Il n'y a pas de date limite pour les autobus. On a 2 autobus qui partent de l'Estrie. Dans mon monde idéal à moi, on serait capable de remplir ces 2 autobus-là. Alors, je vous invite vraiment là, à partager le plus possible. Puis comme je le disais, si le formulaire est un frein, si le transport est un frein, moi, ça ne me dérange pas d'organiser du transport à partir de n'importe quelle région de l'Estrie pour qu'on s'assure que toutes les personnes qui veulent participer à la manifestation soient capables de participer. Fait qu'appelez-nous, écrivez-nous un courriel, remplissez le formulaire. Tous les frais seront fournis. Là, vraiment, l'objectif, c'est que ce soit le plus largement, qu'on participe le plus largement possible. Et moi, c'est ma conclusion. Je propose par contre qu'on puisse rester si jamais il y a des gens qui ont des questions, des commentaires. Il était 47, on avait planifié finir à 13 heures. Alors, ça va me faire plaisir là, qu'on reste avec vous quelques petites minutes de plus. Pour l'heure de départ du Carrefour, je vais revérifier ça, Luc, ça ne sera pas bien long. J'ai 2 autobus qui ne partent pas à la même heure du même endroit. On en a un qui part du Carrefour. Et là, je vais vérifier l'information un peu plus tôt. Et on en a un qui part du Maxi du centre-ville un peu plus tard. Donc, celui qui part du Carrefour là, va faire des arrêts à Magog et à Bromont. Fait qu'on a vraiment 2 autobus qui partent de 2 endroits distincts pour essayer de faire en sorte que ce soit le plus simple possible. Donc, 9 h au Carrefour de l'Estrie et 9h30 au Maxi du centre-ville pour les personnes qui veulent se joindre à nous pour la manif. Alors, est-ce qu'il y en a qui ont des questions pour nos 2 super intervenantes qui ont pris la parole aujourd'hui? Oui, moi, j'aurais peut-être un commentaire à faire. Quelque chose que vous n'avez pas mentionné, c'est que à 60 ans, si tu es sur l'aide sociale, pas très sévère à l'emploi, il t'oblige à prendre ton régime des rentes du Québec.
ça veut dire qu'il te coupe de 30 ou 33 là, pour tout le long là, que tu vas avoir. Je pense que ce serait, je trouve que c'est vraiment injuste là, pour les gens là, qui vont avoir à vivre là, toute leur retraite là, avec ce montant-là en moins. Merci, commentaire très pertinent. Effectivement, ça fait partie des revendications qu'on porte là, par rapport à l'aide sociale. Effectivement, on ne pouvait pas aborder tout aujourd'hui, mais c'est vraiment effectivement très pertinent parce que c'est vrai que non seulement les gens sur l'aide sociale vivent dans la pauvreté toute leur vie, mais en plus sont pénalisés là, quand vient l'heure de la retraite. Fait que c'est doublement problématique. Merci beaucoup. Est-ce que j'avais Laurent ou Fiona qui voulait rajouter quelque chose? Mais je pense effectivement que tu as pas mal tout dit ce qu'il y avait à dire. Puis je pense que c'est un bon point qu'il y a beaucoup d'autres choses qui sont injustes sur l'aide sociale. Tu sais, on a une heure ici pour le faire, mais on aurait pu prendre 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures. Puis il y aurait encore eu des cas. Puis il y a probablement des cas que même nous, on ne connaît pas parce qu'on n'a pas connu des gens qui c'est arrivé, parce que c'est un détail quelque part qui crée une grande injustice, puis qu'on ne le voit pas. Fait qu'il y a vraiment plein d'injustices très, très fortes qui mettre les gens dans des situations vraiment très, très plates, c'est hyper large. Donc, merci beaucoup, effectivement, d'avoir ajouté ce point-là. J'ai une autre main levée de la part de Chloé et Edgar. Oui, merci beaucoup pour ça. Je me demandais si ça serait possible d'avoir le PowerPoint. Ton micro est fermé, Rosalie. Je m'y habituerai jamais. Après toutes ces années. Oui, absolument. On peut mettre le lien dans les commentaires. Puis si jamais là, vous voulez recevoir d'autres informations, vous pouvez toujours m'envoyer votre courriel. Puis je pourrais envoyer. Je n'ai pas les courriels de tout le monde qui a participé, étant donné qu'on a quand même fonctionné via une page, une page Facebook. Mais étant donné qu'on a enregistré le webinaire, il va aussi être disponible en ligne. J'irai le mettre sur la page de l'événement. On l'enverra à nos membres. Fait que diffuser aussi largement le vidéo de ce webinaire-là pour qu'on ait plus de gens en colère contre notre loi à l'aide sociale. Je vois une autre main de Geneviève. Ton micro n'est pas ouvert, Geneviève. Voilà, c'est un point d'information, étant donné que vous êtes un peu tout indignés. Juste que vous sachiez que dorénavant, c'est Christine Labrie du Québec solidaire qui représente l'aide sociale en ce moment en Estrie, qui représente l'aide sociale au ministère. On s'est parlé la semaine dernière. Fait que la bonne nouvelle, c'est qu'il va y avoir des propos. On a 12 minutes le 25 avril, c'est-à-dire jeudi prochain. Fait que si vous avez beaucoup d'ennuis, vous pouvez aller voir ça directement à l'Assemblée nationale. On va parler de la dette éternelle. On va parler justement de comment on fait pour vivre avec 807 $ par mois, pardon. Également, il va y avoir un petit volet sur la vie maritale. Fait que je veux juste que vous sachiez que c'est pas mal dans les revendications au niveau national, là, tous les groupes qui sont en défense des droits des assistés sociaux, c'est pas mal nos sujets qu'on élabore. Fait que je voulais juste vous faire part que il y a des choses qui se passent. Fait que j'ai entendu la formation, mais il y a des bonnes nouvelles aussi. C'est pas juste, on peut être outré, mais il y a des choses qui se passent. On attend la réforme. Fait que je veux que vous sachiez qu'on travaille fort au niveau national au niveau de la dette. C'est d'une aberration, évidemment. Fait que c'est un petit clin d'œil. Si des fois vous vous ennuyez jeudi, ben, vous pourrez aller voir à l'Assemblée nationale, puis il y aura ces propos que Christine Labrie va soulever au nom des gens sur l'aide sociale. Voilà. Bonne fin de journée, tout le monde. Merci Geneviève. Je ne vois pas d'autres mains, alors je vous libérerai pour votre après-midi. Comme on disait, ça a été court, ça a été bref, mais on savait que tout le monde était bien occupé. Fait que ça a été le choix qu'on a fait, un petit webinaire d'1 heure. Mais merci vraiment beaucoup à vous d'avoir participé, puis en espérant que je vois mes autobus pour la manif se remplir dans les prochains jours. Alors voilà, on se revoit probablement le 7 mai, idéalement, dans nos autobus en direction de Montréal. Merci beaucoup tout le monde.